Hello, qui est là? J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai été distraite comme d'habitude. Comment est-ce que vous allez? On a un peu, on a un peu traîné. On commence que maintenant. Donc, je laisse les personnes se connecter petit à petit. J'espère que ça va bien. Allez, allez, arrête ton bruit là. Que ça va bien. Moi, de mon côté, ça va. Je vous laisse vous connecter. Venez, on papote un peu. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, on va échanger un peu. On va parler de désir de grossesse et de maternité. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille aînée qui a eu 10 ans. Donc, je me suis dit, ça pourrait être bien qu'on en parle un peu de comment est-ce que je vais partager mon expérience personnelle. Et puis, on va voir comment est-ce que des fois, l'envie d'avoir un enfant peut être tellement prenante qu'elle peut paralyser entre griffes toute une vie. Vous avez des personnes pour qui avoir un enfant est le but de toute leur vie. Donc, du coup, ça peut vraiment les paralyser. Ça peut vraiment... Il y a des couples qui ont été cassés par rapport à ça. Il y a des couples qui ont eu des... comment on dit ça? Où il y a eu de grosses crises par rapport au désir de maternité. Donc, moi, je vais partager un peu mon expérience avec vous. Comment est-ce que moi, j'ai vécu... tout ça et puis voilà, on pourra en discuter ensemble. Après, s'il y a certains parmi vous qui ont envie de monter pour donner leur témoignage, on pourra le faire. Donc moi, je suis maman de 3 enfants. Coucou Bintou, comment vas-tu? Donc je suis maman de 3 enfants et mon aîné a eu comment dire, a eu 3 ans aujourd'hui, 3 ans, a eu 10 ans aujourd'hui. C'est un enfant qui a été vraiment désiré. Moi, comme je le dis, de toutes mes maternités, c'est pas genre on s'est assis, on a fait comment dire la programmation et tout. Non, c'est des enfants qui ont été désirés. C'est pas genre j'ai été surprise, je m'attendais pas à ça et puis ben, voilà, je suis tombée enceinte donc j'ai fait avec. Non, c'est des enfants qui ont été voulus, qui ont été désirés, qui voilà, dès que je me suis mis avec le papa, je savais que j'ai comment dire, j'avais envie de faire avoir des enfants tout simplement. Donc depuis toute petite, hein, depuis mes 15 ans, je savais que je voulais être maman. Peu importe ce qui allait se passer, je savais que je voulais être maman, que je voulais avoir plusieurs enfants même. Et voilà, j'ai commencé à, comment dire, j'ai commencé... Dès que j'ai été réglée, je savais que j'allais avoir des problèmes parce que j'ai commencé très tôt à avoir des douleurs au ventre. J'ai commencé à avoir quelques petits bobos liés à ça. Dès la puberté, hein, je commençais à avoir des bobos liés à ça. Et ensuite, quand je me suis mise en relation, voilà, j'arrivais pas tout simplement. J'arrivais pas tout simplement. Et quand je suis allée voir le médecin, on m'a dit que j'avais des ovaires, de la dystrophie ovarienne et comment dire, des ovaires polykystiques. Et après, j'avais aussi des adhérences. Donc, j'ai été opérée à cette période-là. Et c'est clair que la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là ne jouait pas franc jeu avec moi parce que c'est quelqu'un qui pouvait pas avoir d'enfant mais qui me l'a pas dit. Donc pendant 5 ans, ça a été un parcours du combattant à faire le tour des hôpitaux, à aller à gauche, à droite. Vous connaissez un peu au pays comment dire, les tradis praticiens pour essayer on te dit, ben, aujourd'hui, c'est telle personne. Bon, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, hein, on te dit, ah, mais c'est telle tante à Yopougon qui vend le médicament, c'est bon, il faut aller là-bas. Donc, tu te lèves, tu y vas, hello, sista, comment vas-tu? On parle un peu de maternité aujourd'hui. Donc, on te dit, c'est telle tante à Yopougon qui vend le bon médicament traditionnel. Donc, il faut aller la voir. Allez, tu prends tes 2 pieds, tu t'en vas là-bas parce qu'on t'a dit que c'est là-bas que ça fonctionne. Après, on te dit non, ben il y a telle autre personne à Kumasi, ben lui ses médicaments c'est les meilleurs, c'est sûr que si tu les prends, tu vas avoir ton enfant derrière et tu y vas. Et il se trouve que à cette période-là, comme j'ai dit, la personne avec laquelle j'étais, c'est de cette personne-là que venait le problème, même l'avait pas dit. Et comme dans nos cultures, dans nos traditions, on va jamais voir un homme en fait aller consulter.
On va jamais voir un homme se remettre en question parce que les gens ont l'impression que les problèmes de ah merci chérie, les problèmes de fertilité chez l'homme, on a l'impression que si un homme admet qu'il a des problèmes de fertilité, c'est comme si quelque part sa virilité prenait un coup. Coucou la Gaskia, comment vas-tu mon chéri? Alors que pas du tout. On peut parfaitement être viril et puis avoir des problèmes à ce niveau-là. Il y a Pardon, il y a pas que chez les femmes où il y a un problème. Donc moi, je continuais ma petite vie tranquille et puis euh, heureusement, cette relation-là n'a pas marché. Et en fait, là où j'ai su que le problème ne venait pas nécessairement de moi, c'est parce que la personne me dit, donc la personne dit à mon frère après la séparation que si c'est par rapport à l'histoire de l'enfant, ben je vais me traiter et tout, je veux qu'elle revienne. Donc je me suis dit, mais en fait, toutes ces années-là, je me suis mis la pression. J'ai fait plein de choses. La dernière fois, je vous ai rendu un peu un témoignage où je disais que quelqu'un, avec la pression de la société, la pression de la famille, la personne a, comment dire, la personne a pris des médicaments qui finalement lui ont fait du mal et elle en est décédée parce qu'il y avait tellement de pression. Merci mon chéri pour les roses. Coucou femme fan, comment vas-tu ma sister? Donc la personne a eu tellement de pression du côté de la famille pour avoir un enfant. Mais tu es une femme, depuis là tu n'as pas d'enfant. Comment ça se fait? Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est un peu comme si tu avais quelque chose de comment dire? Comme si tu étais handicapé quelque part et tout. Et donc, moi, quand la personne a osé me dire, a osé en tout cas poser des mots, hein, tout simplement pour dire que c'est d'elle que venait le problème, ça m'a un peu rassurée dans la mesure où je me suis dit, mais j'ai fait tout ça, au final, pour rien. J'ai été opérée, je me suis fait charcuter. Vous imaginez tous les traitements traditionnels que j'ai pris. Ça aurait pu être quelque chose de dangereux, ça aurait pu être quelque chose de fatal pour ma santé et tout. Donc, finalement, ça m'a conforté dans l'idée que il y a bon nombre de femmes qui sont dans les ménages, qui ont des désirs de grossesse, qui ont des désirs de maternité, désir d'être maman et au la personne qui avec elle sait. Les hommes savent que c'est d'eux que viennent les problèmes, mais ces hommes-là ne vont pas avoir le courage de dire ah mais ma chérie, il faut qu'on aille voir le médecin ensemble parce que c'est de moi que vient le problème. Et là, par exemple, moi, je me souviens bien que à l'époque, quand j'allais faire mes soins, mes traitements, la personne, quand je lui disais, mais tu viens, on va voir le médecin, la personne me disait, non, moi, je vais voir le médecin de mon côté. Quand mon médecin à moi demandait des analyses, ah non, non, moi, j'ai fait de mon côté avec mon médecin, tout va bien à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Je sais que Heidi, par exemple, j'ai mis, bon, moi, je dis en tout 8 ans, mais non, parce que quand j'étais avec son père, 2009 et en 2012 elle est arrivée. Et coucou Fabiola, comment vas-tu? Oui, c'est ça, en Afrique on pense que la stérilité c'est l'histoire des femmes alors que pas du tout. Pas du tout. Je sais pas si en Côte d'Ivoire, il y avait eu un scandale une année. Il y a une dame qui avait je sais pas combien d'enfants avec un monsieur. Et pour aller aux États-Unis, quand on fait les papiers en général, ils demandent, je pense que pour les regroupements familiaux, hein, si vous qui savez si je me trompe, vous me corrigez. Mais je sais que pour les regroupements familiaux dans les ambassades des États-Unis, dans différents pays, j'ai l'impression qu'ils font des tests ADN. Donc c'est comme ça qu'ils ont su que sur les tous les enfants du monsieur, aucun ne lui appartenait. Je crois qu'il devait avoir 4 ou 5 gosses avec la dame. Aucun enfant n'était sorti de son ventre. Donc, vous avez 2 ou 3 qui avaient le même père, vous avez un autre qui avait son père, là-bas un autre qui avait son père. Parce que justement, on est dans comment dire, on est dans une société où on n'accepte pas que le problème puisse venir d'un homme. Automatiquement, on se dit non, c'est la femme. Coucou si, ça va bien et toi? Dès qu'il y a un problème de stérilité, un problème de difficulté à avoir des enfants, automatiquement, on se dit que c'est la femme. Il y a une autre chose aussi qui est grave dans nos sociétés, c'est que les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas qu'une seule manière d'avoir des enfants. C'est pas forcément de façon naturelle. Il y a des fécondations in vitro, il y a des inséminations artificielles, il y a l'adoption, il y a plusieurs autres manières. Oh, Malika! Malika, je vais pleurer, je te jure que je vais pleurer. On peut pas... Non, mais Doudou, on fait pas ça. Franchement, Doudou, on ne fait pas ça, Malika. Le nombre de messages que je t'en... Non, mais franchement, là, je te promets que je suis à 2 doigts de pleurer parce que Non, mais franchement, après, on va régler nos comptes. Toi, Malika, je te dis qu'on va régler nos comptes après. Je peux pas te laisser ça là. Ça là, ce mot que tu m'as fait, la frayeur que tu m'as fait, de toute façon, tu as disparu là. Je peux pas te pardonner ça.
Il faut qu'on se batte et après on reprend l'amour. Sinon, c'est pas possible. Je suis trop contente de te voir, chérie. Trop. Mais, les gars, jusqu'à j'ai chaud. Les 40 degrés n'avaient pas d'effet sur moi. Mais dès que j'étais vue là, je commençais à avoir des palpitations. Non, mais Doudou! Tu t'es caché où? Non, mais c'est vrai, j'ai eu peur, hein. Même avec, tu sais, il y a des moments où, les filles ici, elles demandaient, t'as pas de nouvelles de Malika, t'as pas de nouvelles de Malika et tout. Oh, t'es là, mon doudou. Non, mais faut qu'on s'appelle, qu'on rattrape le temps perdu, hein. Donc, je disais que, comment dire, ah, ben voilà, c'est ce que je me suis dit aussi. Parce que, avant qu'Ania t'appelait, après même, tu envoyais un message pour dire, Ania, je sais que c'est toi, mais quand tu as disparu, je me suis dit, elle est malade, donc je suis sûre que, quand ça ira mieux, j'aurai de nouvelles et tout. Donc après, je voulais pas aussi t'embêter à trop insister, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, quand ça ira mieux, oh, Yako Doudou. Chez moi, en Côte d'Ivoire, quand on dit Yako, ça réunit tout, la compassion, je suis avec toi, nanana. Donc, voilà. Donc, je disais que, en Afrique, on pense qu'il y a une seule façon d'avoir des enfants. Pas forcément en Afrique, dans nos sociétés. Par exemple, je sais que si quelqu'un a des problèmes, de conception, par exemple, plutôt que d'accepter qu'elle aille adopter, on va lui dire automatiquement non, mais il faut que les enfants là viennent forcément de ton ventre. Et c'est ce qui crée souvent des problèmes. Vous allez voir des personnes qui vont, qui naturellement sont incompatibles avec le mari, ou même toutes seules même qui ont déjà des problèmes. Ça peut être des problèmes, voilà, d'incompatibilité sanguine. Ça peut être, par exemple, quand on demande de faire des examens avant de se marier, il y a des personnes qui pensent directement que c'est par rapport au sida. Question très importante. Attendez que je finisse ce que je suis en train de dire pour pas perdre le fil, je vais te répondre. Il y a des personnes qui pensent que quand on demande de faire des examens avant de se marier, c'est forcément par rapport au MST et tout. Non. Des fois, même le sida, même là, c'est rien de grave comparé à comparé à ce que vous avez. Vous avez, par exemple, des incompatibilités au niveau des, chromosomes et tout. Vous avez des incompatibilités au niveau, sanguin. Vous savez, pour tout ce qui va être drépanocytose et tout. Si vous êtes AS, vous avez potentiellement, des risques de mettre au monde un enfant qui est SS. Donc, un enfant qui est SS, c'est un enfant qui a de la drépanocytose, qui va, voilà. La personne va souffrir toute sa vie, en fait. Oui, on vit avec cette maladie-là, mais c'est compliqué. Pour connaître une dame qui a un enfant qui est drépanocytaire, son fils a 19 ans par la grâce de Dieu. Mais moi, je sais que quand on était plus petit, qu'on n'était pas forcément, informé par rapport à cette maladie-là, on nous disait directement, dès que tu entends que quelqu'un est SS, on se dit automatiquement, ah, mais c'est quelqu'un qui va pas attendre les 15 ans, qui va pas atteindre les 15 ans. Donc, on a tous grandi avec, cette idée-là. Coucou Zuleika, comment vas-tu ma puce? Donc, n'hésitez pas à faire vos examens, vos analyses quand même pour voir. Et des fois, ces examens-là vont vous permettre aussi de comprendre pourquoi est-ce que l'un ou l'autre vous avez une incompatibilité, et surtout ne restez pas fermés. La société évolue et nous devons évoluer avec. La société évolue et nous devons évoluer avec. Donc, je vous invite à vraiment faire l'effort de, comment dire, de grandir, d'ouvrir vos horizons, et surtout de vous dire que même si, vous ne pouvez pas avoir des enfants naturellement, rien ne vous empêche de vous tourner vers l'adoption. Il y a plein d'enfants qui naissent et qui sont, comment dire, laissés pour compte, qui sont abandonnés à la naissance parce que les parents ne peuvent pas, s'en occuper. C'est rien de méchant parce que les parents ne peuvent pas s'en occuper. Donc, on doit pouvoir, adopter. Ces enfants-là aussi méritent d'avoir une famille. Donc, faut pas que vous soyez frileux par rapport à ça. C'est pas parce qu'un enfant n'est pas sorti de votre ventre que vous pouvez pas l'aimer. La preuve, vous aimez vos neveux, vos nièces, vous aimez un peu les enfants de vos copains, de vos copines et tout. Donc, ne soyons pas fermés par rapport à ça. Il y a une question qui est très importante qui me touche. C'est normal pour une femme de ne pas avoir de désir maternel? Oui, c'est normal. Une femme qui n'a pas envie d'avoir des enfants, c'est pas une tare, c'est pas une maladie. Au contraire. Au contraire, quelqu'un qui a le courage de dire, parce qu'aujourd'hui, on voit plein de d'infanticides, des mamans qui, au final, on va découvrir que, je sais pas depuis combien de temps, la dame, elle enterre tous ses nouveaux-nés dans son jardin. On découvre des enfants qui sont dans les, congélateurs et tout. Tout ça, c'est parce que, on n'a pas le courage de se dire, je ne veux pas, faire d'enfants. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas le courage de se dire, moi, je sais que, moralement, du point de vue, psychique, je ne suis pas assez forte pour avoir des enfants, parce que la maternité, ça modifie la vie. Quand on arrête de faire comme si tout est rose, la maternité demande, de l'abnégation, ça demande, du sacrifice. Donc, quand, tu veux te cacher derrière, comment on peut dire ça?
derrière la pression sociale et tout. Et puis on se dit, oui, bon, comme tout le monde... Non, on te trouve pas normal. Non, c'est eux qui sont pas normaux. Tu sais, il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Rien ne dit que c'est figé dans le temps que que tes idées ne vont pas changer. Et quand bien même tes idées ne changeraient pas, c'est ton corps, c'est ta vie. Tu as le droit de décider. Parce que si tu te lèves aujourd'hui, qu'on te met la pression, te met la pression, te met la pression que tu as un enfant et que finalement, tu n'arrives pas à établir de connexion avec cet enfant-là, tu auras mis un innocent au monde qui va souffrir. Mettons-nous par exemple dans une situation où tu as un enfant et puis tu sors de là avec une dépression postpartum et tout. On fait comment? L'enfant qui n'a rien demandé, il va se retrouver. Combien de mères aujourd'hui qui regardent leurs enfants, qui leur disent oui, c'est à cause de toi. Combien de personnes ont été blessées ici parce que les parents ont eu à leur sortie des paroles du type c'est à cause de toi que je n'ai pas pu réussir ma vie, c'est à cause de toi que ceci, si tu n'étais pas là, je pourrais utiliser mon argent pour me faire du plaisir et tout. Il y a des parents qui disent ça. Il y a des parents qui arrivent à sortir ce genre de phrases à leurs enfants. Ah, mais c'est c'est à cause de vous qu'aujourd'hui, là, tout mon argent que j'aurais pu utiliser pour moi, je l'utilise sur vous. Moi, je préfère encore quelqu'un qui a l'honnêteté de le dire. Je me dis que tu es encore jeune, tu as encore le temps et que tu peux changer les choses après. Après aussi, si tu ne veux pas changer les choses, franchement, c'est ton droit. Quand un homme décide qu'il veut pas faire d'enfant, est-ce qu'on le juge? Coucou ma puce. Est-ce que quand un homme s'élève aujourd'hui là qui dit que non, moi avoir des enfants c'est trop pour moi, je préfère sauter de branche en branche comme un singe, est-ce que quelqu'un lui parle? Personne ne lui parle. Personne ne lui demande des comptes. Donc pourquoi est-ce que quand c'est une femme, ça a comment dire, une connotation un peu tordue automatiquement? Moi, je n'aurais pas pu faire sans enfant. Coucou Moutoul. J'aurais pas pu vivre. Ah ben non mais 22 ans, non mais c'est bon. Moi j'ai eu ma première fille, j'avais 27 ans. Ma fille a 10 ans aujourd'hui. J'ai eu ma fille en 2012, j'avais 27 ans. Donc, pourquoi mettre la pression aux gens en fait? 22 ans, tu as toute la vie devant toi. Tu as un boulevard devant toi. Tu es en train de te construire. 22 ans, tu es toi-même un bébé. C'est maintenant que tu es en train de grandir, de te construire, de poser les fondations de ta vie. Donc, je sais pas moi, dans 5-6 ans, ça peut changer. Dans 10 ans, ça peut changer. Aujourd'hui, jusqu'à 40 ans, on peut avoir un enfant. Donc, pourquoi te mettre la pression? Pourquoi donner l'impression que on est une femme complète que quand on a des enfants, quand on a un mari? Après, moi, je sais que dès mes 15 ans, je voulais avoir un enfant. Je savais que je n'allais pas être complète sans enfant. Et si on n'était pas une famille recomposée, je pense que j'en aurais eu plus que ça. Mais bon, au bout d'un moment aussi, il faut être raisonnable. Donc, je me dis que voilà. Mais moi, je comprends que quelqu'un me dise, pour le moment, les enfants ne font pas partie de mon, comment dire, de mon programme de vie parce que je n'ai pas ce que je veux. Si ça se trouve, peut-être que toi, tu as envie d'avoir des enfants quand tu auras les moyens, par exemple, de leur prendre une école privée. Peut-être que tu as envie d'avoir tes enfants quand tu auras les moyens de leur acheter une poussette Mima à 1 500 €. Franchement, chacun a ses délires. Et à 22 ans aujourd'hui, excuse-moi, mais je pense que tu as mieux à faire que de changer des couches. Après, si quelqu'un à 22 ans a envie d'avoir des enfants, c'est son droit. Mais quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'enfants, faut pas qu'on lui mette la pression inutilement. Faut pas qu'on lui mette la pression inutilement. Donc, j'avais envie de partager un peu ça avec vous parce que moi, ça a été le combat de toute ma vie. Après, les deux autres, ça s'est fait facilement. Mais pour la première, ça a été le combat de toute ma vie. Et là, je voulais encourager toutes les femmes qui ont envie d'avoir des enfants qui peuvent pas. Moi, j'ai commencé mes traitements en 2004. En 2006, j'ai été opérée. En 2012, j'ai eu ma fille. Donc, c'est pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de difficile. Tu as l'impression que ça ne va jamais arriver et tout. Mais dis-toi que toute chose arrive en son temps. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Quand tu seras dans les dispositions nécessaires pour le faire, quand tu seras dans les conditions, comme tu dis, la capacité morale. Des fois, même, on pense que c'est l'argent. Mais il y a des enfants qui sont dans des familles de riches, des familles où il y a tous les moyens. Et au final, les parents ont tellement pas de temps, les parents les calculent tellement pas que ce sont les nounous, que ce sont les nannies à domicile qui s'occupent de ces enfants-là. Ah, qui c'est moi? Non, mais j'ai parlé de ça rapidement. En fait, comme je disais, j'ai été réglée très tôt, à 11 ans déjà. Et après, moi, ça a même pas été genre les histoires de oui, c'est 2-3 jours, c'était direct, je te tapais, des 9 jours et tout. Coucou, Kélia. Ah, voilà.
47 ans, un premier enfant, les gens vont lui donner l'impression que c'est... Alors que, voilà quoi, faut arrêter de mettre la pression inutilement aux gens. Chacun a son histoire. Donc moi, très tôt, je savais que je voulais des enfants. J'attendais juste d'avoir la bonne personne. Aujourd'hui, je regrette pas mon histoire dans la mesure où, au moment où je me bagarrais pour me promener de praticien en praticien, de gynéco en gynéco, les traitements que je faisais là, si j'avais eu mon enfant à ce moment-là, je pense que ça n'aurait pas été le bon moment, ça aurait pas été avec la bonne personne tout simplement. Donc très tôt, déjà dès mes 15 ans, je savais que moi je voulais des enfants, je voulais un mari. Je savais que même si j'étais accomplie socialement, si j'avais mon travail, si j'avais malgré tout ça, il me fallait des enfants parce que je savais que j'allais être incomplète sans enfants. Donc du coup, j'ai fait pas mal de traitements comme je disais. On m'a découvert de la dystrophie ovarienne, on m'a découvert des ovaires polykystiques, après j'avais des adhérences. Mais en fait, si tu veux, tout ça c'était quelque chose que j'aurais pu facilement surmonter si la personne qui était avec moi n'avait pas des problèmes de fertilité. En fait, la personne qui était avec moi à cette époque avait des problèmes de fertilité, elle le savait même la cacher. Donc du coup, moi, pendant que je faisais tout mon parcours, je me promenais comment dire, de praticien en praticien. Un coup, je vais là, un coup, je vais là-bas, un coup, je vais ici, un coup, je vais... Pendant ce temps, la personne, coucou, Ida, oui, ça fait longtemps. Pendant ce temps, la personne savait que c'était d'elle que venaient les problèmes, mais elle me laissait, voilà. Même quand les médecins demandaient comment dire, des examens de son côté. Ah non, mais moi j'ai fait, tout va bien, j'ai pas de problème. Donc c'est après la séparation que j'ai appris que c'était de là-bas que venait le problème. Donc moi, vu que, par exemple, dans ma famille, tout le monde savait que j'avais eu tous ces soucis-là de santé, que j'ai même été opérée et tout. Donc tout le monde pensait même que je n'allais pas avoir d'enfant. Honnêtement, même si les gens ne me le disaient pas, mais je sais que dans l'esprit, c'était acté parce qu'on se dit, mais quelqu'un qui a été opéré, quelqu'un qui a utilisé toutes les, comment dire, tous les médicaments, tout pour avoir des enfants. Donc ça, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Donc, quand je sais que quand je me suis séparée, je suis restée 1 an célibataire et j'ai dit à Dieu, mais cette prière-là, distinctement, j'ai dit à Dieu, la prochaine personne célibataire que tu m'envoies, je considérais que c'est la personne qui est pour moi, qui est faite pour moi. Mais moi, je me fie à toi, je me laisse guider par toi. Mais la seule chose, si je peux me permettre, après moi je n'impose pas de conditions à Dieu, mais j'ai négocié. Je lui ai dit la seule chose, si je peux me permettre, je veux que ce soit quelqu'un qui ait déjà des enfants. Que je puisse voir de mes yeux. Parce que j'ai été tellement traumatisée que je dis, il faut que je puisse voir de mes yeux que c'est quelqu'un qui fait des enfants. Après, j'aurais pu adopter, j'aurais pu avoir des enfants par un autre moyen, par insémination. Mais sur le moment là, c'est la question que c'est la seule condition que j'ai dit à Dieu. Donc je me souviens que quand je vous ai dit un peu comment ça s'est passé, comment dire, la présentation avec mon mari et tout. Je me souviens que très tôt, je lui ai demandé s'il avait des enfants parce que moi, c'était important pour moi d'avoir des enfants. Après, c'est sûr que je me dis, bon, moi de mon côté, parce que jusque-là, je considérais que j'avais des soucis, que voilà. Donc, je me dis, bon, si lui de son côté, tout va bien, qu'il n'a pas de problème pour concevoir, normalement, ça devrait aller aussi avec moi vu que j'ai eu pas mal de traitements, j'ai été opérée et tout. Donc finalement, on s'est rencontrés en 2009, on a eu notre fille en 2012 parce que il vivait en France, moi je vivais en Côte d'Ivoire, donc on se voyait 1 mois par-ci, 2 semaines par-là, donc c'est pas comme ça qu'on allait mettre un enfant en route. Mais ça s'est fait le week-end où on a fait la dot et qu'on devait venir en France. Parce que quand on a daté la grossesse, je m'en suis rendu compte, j'étais enceinte de 10 semaines, donc 2 mois et demi. Et quand on a daté la grossesse, on s'est rendu compte que ça s'est fait le week-end de notre dot. C'est-à-dire que le moment où je n'étais même pas focalisée dessus, je pensais plus à ça. Parce qu'il y a ça aussi, il y a quelque chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que quand tu as un désir de maternité, le fait d'être tout le temps focalisé dessus, même les moments d'intimité, c'est focalisé sur le fait d'avoir un enfant, ça joue aussi au niveau de la tête, des blocages, tout ça, ça fait des blocages. Donc finalement, ça s'est fait, mais ça s'est fait finalement comme ça. Et voilà, on a eu notre première fille
Jarod, pareil, j'avais une contraception, mais ça devait se faire, ça s'est fait. Jarod, par contre, quand on a découvert la grossesse, je crois que j'étais enceinte de 20 semaines. Donc, j'étais malade, j'étais là, je vivais ma vie. Et puis, à un moment donné, mon médecin me regarde et me dit, mais vous enflez, Madame Pira. Donc, il faut qu'on fasse un test. Donc, on fait un test de grossesse. Ouais, ça y est, je suis enceinte. Et moi, je me dis, bon, si je suis enceinte, ça doit être grand maximum un mois. Parce que quand même, si j'ai un retard ou quoi, je m'en rends compte, je suis pas une gamine, je le sais quand même. Eh ben, on y va, on fait l'échographie, ben, quasiment 16 semaines. Donc, on voit un bébé qui danse, qui a ses petits pieds, ses petites mains, tout est au complet. Mais j'ai tellement pleuré lors de cette première échographie. J'ai pleuré de bonheur. En fait, l'échographe qui pensait que, ah non, mais vous savez, 16 semaines, oui, c'est vrai, en France, c'est un peu tard pour faire une interruption. Mais je dis non, c'est pas parce que je fais une interruption. Je garde mon enfant. Mais ce qui me rend triste, c'est que vu que je savais pas que je suis enceinte, j'avais eu la sinusite, j'ai pris des traitements, des antibiotiques. Bon, après, je suis quelqu'un qui boit pas, qui fume pas, mais quand même, quand on est enceinte, il y a des excès qu'on fait pas, manger des trucs crus, plein. Moi, je suis un bec sucré, le sucre et tout. J'aurais su, il y a des excès que j'aurais pas fait. Et c'est un enfant qui était venu pour rester parce que les antibiotiques, des médicaments qu'on prend pas normalement quand tu es en enceinte, ben ça ne lui a rien fait. Il n'a rien eu et tout. Donc lui, je l'appelle mon bébé miracle parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de vivre tout simplement. Le monde avait besoin de cet enfant-là. Et Anya Marie, pareil. Je l'ai eu 5 ans après Jarod. À part des petits bobos de grossesse, je l'ai eu naturellement sans problème, quoi. Donc, ça veut dire que les problèmes de fertilité, les problèmes d'enfants, il faut garder à l'esprit que des fois, on a l'impression que Dieu ne veut pas nous bénir, Dieu ne veut pas répondre à nos prières, mais regarde la situation dans laquelle tu es. Ça, est-ce que avoir un enfant à ce moment précis là où tu le veux, est-ce que c'est quelque chose qui va t'arranger toi-même? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'arranger toi-même? Est-ce que par rapport à la personne avec laquelle tu vis, parce que Dieu voit, Dieu sonde les cœurs, Dieu voit, il voit mieux que nous en fait. Peut-être que toi, sur le moment, tu as l'impression que c'est l'homme de la destinée qui est là. En toi, c'est pas lui. Bon, tu vas aller faire un enfant, ça va comment dire, te retenir, ça va te mettre dans une situation compliquée. Donc, ayez l'esprit ouvert. C'est vrai que c'est difficile quand on est dans... Moi, j'en parle parce que je suis passée par là. J'en parle parce que je suis passée par là, parce que je voulais à tout prix un enfant à ce moment-là. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que Dieu m'a enlevé, voilà, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni en ne me donnant pas d'enfant à ce moment précis de ma vie. Parce que justement, si j'avais un enfant avec cette personne-là, je serais passée à côté de la plus belle histoire d'amour de ma vie. J'aurais pas eu peut-être les enfants que j'ai. Voilà, j'aurais pas eu les enfants que j'ai aujourd'hui parce que si je devais faire les enfants d'une autre personne, ça serait pas les mêmes enfants que j'ai là. Donc, disons-nous que tout ce que Dieu fait est bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que c'est difficile sur le moment quand on est dans l'envie, quand on a le désir, quand ça fait longtemps que tu es en couple et que ça ne vient pas, quand toutes les copines autour de toi ont des enfants et que toi de ton côté, tous les mois c'est des FC. C'est compliqué. C'est compliqué, mais des fois prenons le recul. Voyons avec les yeux de notre cœur, laissons-nous conduire par l'esprit. Ne regardons pas qu'avec nos yeux physiques. Parce que avec les yeux physiques, c'est sûr que c'est la douleur, c'est sûr que c'est la tristesse qui va prédominer. Mais voilà, j'ai vu comment dire une vidéo tout à l'heure d'un pasteur là qui voilà, j'aime bien ses prêches. Il a une façon particulière de prêcher. Je crois qu'il s'appelle Zawi, non? Pasteur Zawi, un pasteur de Côte d'Ivoire, qui disait que Dieu ne descend pas physiquement pour nous parler. C'est vrai que des fois, tu peux l'entendre. Des fois, tu entends une voix, tu sais pas d'où ça vient. C'est Dieu qui répond à certaines de tes prières. Mais la plupart du temps, Dieu va répondre à tes prières par des images, par des choses qui vont t'arriver. Donc, il disait, des fois, quand tu es avec un gars, tu dis à Dieu, mais Seigneur, est-ce que c'est le gars? Seigneur, mon oreille siffle. Est-ce que c'est le gars de ma destinée? Est-ce que c'est avec lui que les choses vont bien se passer? Et puis 2 jours après, le gars te gifle. Bouh! Ouais, quand le gars finit de te gifler comme ça là, Dieu vient de te montrer en fait que c'est pas le gars qui est bon pour toi parce que quelqu'un qui est bon pour toi n'est pas censé te frapper. Coucou Fousseni, je vais bien, merci et toi-même. Quelqu'un qui est bon pour toi n'est pas censé te frapper.
Donc, Dieu t'a répondu d'une certaine façon. Dieu t'a dit, et il a dit dans sa vidéo, Dieu te répond que c'est un gifleur, mais c'est pas un bon mari. Donc, une fois que Dieu te répond comme ça, là, tu comprends que, oui, j'ai une chaîne YouTube, ouais. Au même nom, vous me trouvez sans problème. Donc, Dieu te dit, ah, ma fille, là où tu vas, là, c'est quelqu'un qui va te gifler tous les matins. Donc, mieux, tu enlèves tes pieds là-bas. C'est pareil pour l'histoire de la maternité. Je vous jure que moi, à un moment donné, je connaissais tous les tradis praticiens d'Abidjan. La seule chose que je n'ai pas fait, comme je crains Dieu, et je crains ma maman aussi. Quand je dis je crains ma mère, c'est pas dans le sens où elle va me tuer ou quoi, non. Mais j'ai profondément du respect pour ma mère. Et vu que ma mère est très chrétienne, comment dire? Ah, Roland, comment vas-tu, Sista? Donc, comme j'ai beaucoup de respect, voilà, tout ce que vous voulez pour ma mère, je me suis dit, mais si, dans cette histoire d'enfant-là, je me retrouve chez un marabout un jour, ma mère va pas supporter ça. Mais le désir de maternité était tellement fort. À un moment donné, même le simple fait de voir une femme enceinte, ça me traumatisait. Je me disais, mais pourquoi est-ce que moi, ça m'arrive pas, moi aussi? Je travaille, je suis avec quelqu'un qui a les moyens, qui peut s'occuper de son enfant, on a une vie pas trop mal. Pourquoi est-ce que j'ai pas d'enfant? Et ça me prenait la tête. C'est-à-dire que maintenant, là, toutes les fins de mois étaient devenues compliquées. Je me disais, mais waouh, mais pourquoi ça arrive aux autres et pas à moi? Et des fois même, tu te permets même de te mettre à la place de Dieu. Tu te dis, mais un tel, il n'a pas les moyens comme moi pour s'occuper de l'enfant. Pourquoi lui, il a l'enfant et puis moi, je n'ai pas l'enfant? Tu discutes même les bénédictions que Dieu donne aux gens, comme si c'était toi qui décidais. Mais aujourd'hui, ah, merci Moutou, avec le recul, avec l'âge, avec l'expérience, avec tout ce que j'ai traversé, je me dis, waouh, Seigneur, je demande pardon à Dieu tous les jours. Il dit, mais pardon de t'avoir posé des questions, de t'avoir questionné. Hein. Parce que si j'avais eu un enfant là-bas, peut-être que je serais encore assise là-bas, en train de supporter des choses qui ne sont pas supportables. Tout ça parce que tu as un enfant. Parce que quand tu es dans certaines situations, tu te dis quoi? J'ai un enfant. Je ne veux pas que mon enfant grandisse seul. Les mêmes bêtises qu'on se dit, on reste dans les relations pourries où on n'est pas heureuse, on n'est pas épanoui. Tu es là, tu te dis, ah, mais j'ai déjà un enfant, est-ce que c'est la peine d'aller faire ailleurs? Bon, je vais partir, mon enfant et moi, comment ça va se passer? Nanana. Et puis, tu restes dans une situation qui ne t'arrange pas. Donc, vous imaginez, si j'avais eu un enfant, après ça allait faire deux, j'allais être dans un cercle vicieux. Est-ce que même j'allais pouvoir m'asseoir devant vous ici même pour venir me jouer les prêcheuses et les conférencières? Aujourd'hui, avec le recul, je dis que le Seigneur m'a béni. Le Seigneur a fait les choses, elles se sont emboîtées d'elles-mêmes. Mais ma fille, elle est née, j'étais dotée. On sait que chez nous, les Africains, le plus important, c'est la dot. Je dis pas que quand on fait des enfants, pas dans le mariage, c'est pas bon. Mais moi, je me dis que selon ce que j'ai toujours demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu que je voulais être mariée. J'ai dit à Dieu que je voulais, avoir des enfants. Le Seigneur a disposé les choses comme je lui ai demandé depuis que j'étais toute petite. Donc, des fois, prenons aussi du recul par rapport aux situations. Ça peut être difficile, ça peut être douloureux, mais prenons du recul par rapport aux situations qu'on traverse. Et puis, analysons-le aussi sous le spectre de nos prières. Est-ce que la situation dans laquelle tu es, c'est pas par rapport à, c'est pas par rapport à une prière, à un désir, mais enfoui dans ton cœur là-bas. Parce que sur le moment, tu ne t'en rends pas forcément compte, mais peut-être que c'est quelque chose que tu as demandé à Dieu. La situation que tu vis, c'est une réponse à quelque chose que tu as demandé à Dieu. Donc, franchement, ne vous découragez pas. Toutes celles qui passent par cette situation, ne vous découragez pas. Dites-vous que de la même façon que pour le mariage, on n'est pas tout amené à se marier. On n'est pas tout amené à devenir maman. Il y a des femmes qui ont cherché les enfants par... Fousséni, non, je suis pas musulmane. Non. Tu as des femmes qui ont lutté, qui ont cherché l'enfant par tous les moyens et puis au final, elles sont parties. Elles sont parties. C'est-à-dire que tu as tellement demandé que quand tu as eu l'enfant, tu as eu la grossesse, tu es partie. C'est un peu comme on parle souvent des gens qui ont fait le bac 6 fois, 7 fois. On te dit que le bac là, c'est pas pour toi. Non, mais moi, je suis con. Je parle quelque chose de sérieux et je rigole. On te dit le bac là, c'est pas ta part. Essaie de faire autre chose de ta vie. Tu insistes, tu insistes. Et des fois, on te dit, mais le gars, dès qu'il a eu son bac, il est allé chercher sa collante. Donc, en Afrique, on dit collante pour ceux qui n'ont pas grandi au pays. Quand on dit collante, c'est le relevé sur lequel tu as tes résultats et tout. Le gars, en traversant la rue, il y a une voiture qui vient le renverser. Le gars, il meurt sur le champ.
C'est-à-dire que le bac, là, c'était pas pour toi. Peut-être que tu devais faire autre chose, virer dans un autre domaine, faire un travail manuel ou je sais pas, mais c'était pas pour toi le bac. Donc, apprenons à lire entre les lignes. Des fois, c'est douloureux, mais c'est un peu l'injustice de la vie. Les doigts de la main ne sont pas égaux. Je vous dis comment je suis assise ici, là. Ça fait combien de temps? Je devais aller à New York en mai 2020. Il n'y a pas pu partir à cause de déjà même la pandémie et après on a su que j'étais enceinte. Mais déjà, c'est fâché. Bon, vous allez me dire pourquoi je ne compte pas vouloir un enfant et puis New York. Mais c'est pour vous dire que dans la vie, on n'est pas tous égaux. Mais chacun de nous a une bénédiction à son niveau. Si tu regardes bien aujourd'hui là dans ta vie, il y a forcément une raison pour laquelle tu peux te réjouir. Il y a forcément une raison pour laquelle tu peux te réjouir. Donc, dites-vous que rien ne vient au hasard. Les choses ne sont pas faites parce que la vie ou Dieu ou tout ce en quoi vous croyez là sont contre vous. Utilisez les moments où vous n'avez pas encore les réponses à vos prières pour vous préparer. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui va me former sur comment vous faire les réunions sur Zoom. Donc, je vais lui reprendre rapidement. Donc, ne prenez rien personnellement. Ne prenez rien personnellement. Ne vous dites pas que oui, ah non, mais Dieu a béni les autres, il m'a pas béni. Et puis apprenez aussi à vous réjouir pour les autres. Moi, j'ai expérimenté ça. Hein. J'ai expérimenté ça. Plus tu apprends à te réjouir pour les autres, plus tu vas recevoir aussi des bénédictions. Mais tant que tu restes là à te dire que non, mais pourquoi les autres? Pourquoi c'est jamais moi? C'est toujours les autres qui reçoivent des choses. C'est toujours les autres qui sont bénis et tout. Je vous ai dit ici que les murs et les murs, les tôles, les toitures, les portes là ne parlent pas. Sinon, on verrait de ces choses que, voilà, jamais on a vu. On verrait de ces choses. Les murs et les portes ne parlent pas. Sinon, vous ne savez pas ce qui se cache derrière tout ce qu'on vous montre là en apparence. Donc, faites très attention et surtout, apprenez aussi à remercier la vie pour ce que vous avez déjà. Apprenez à éprouver de la gratitude et le reste pourra suivre. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que c'est mon anniversaire aussi aujourd'hui. Hein? Voilà, c'est mon anniversaire d'accouchement. Donc, bon, c'est pas encore l'heure. Normalement, c'est à... Ouh, je sais plus l'heure. Ah, ben voilà, elle dit 3h51. Elle-même, elle connaît l'heure à laquelle elle est née. C'est combien? Ah, elle a regardé dans le livret de famille. Elle dit qu'elle est née à 3h51. Donc, voilà. C'est... Le Seigneur répond à qui il veut, quand il veut. C'est lui qui donne le tempo, en fait. C'est le maître d'orchestre. Nous, on n'a rien à dire. On ne fait que... Merci beaucoup, Sista. Merci beaucoup. Ouais, c'est... Heidi, c'est avec elle, j'ai fait toutes mes premières fois, en tout cas en matière de maternité. C'est grâce à elle, là, j'ai découvert que je pouvais plier, mais je ne cassais jamais. Je le raconte ici souvent, hein. En Côte d'Ivoire, quand tu accouches, tu as tes tantes, tu as tes cousines, tu as des gens qui viennent, qui s'occupent de toi. Et je me souviens que quand on était plus jeune, on se disait tout le temps, ah non, mais, vas-y, diminue un peu. Je me disais, mais moi, je ne suis pas sûre de pouvoir laver un bébé. Tu te dis, mais un bébé, c'est tout rikiki, c'est tout petit, comment tu fais? Et puis, quelqu'un qui a tellement voulu un enfant, quelqu'un qui, pendant combien d'années, j'ai limite stressé tout mon entourage avec toute ma famille. Et j'arrive en France, j'arrive enceinte. Donc, vous imaginez, un pays que tu ne connais pas. Tu ne connais personne. Vous savez qu'à ce moment-là, mon seul univers, c'était mon mari. J'avais pas d'amis, c'est pas comme certaines personnes quand tu arrives en France, tu te dis bon, ou dans un pays, tu as une amie, tu as quelqu'un que tu connais dans le pays, donc tu te dis que même si c'est chaud, tu as une personne. J'avais que mon mari. J'avais mes cousins qui vivaient à Toulouse, mais je lui ai dit c'est des hommes. Il y a pas de femmes pour me guider, rien. Et j'arrive dans un climat hostile, donc je me dis pardon, c'est même pas auprès des autres Ivoiriens qui sont ici là que je vais avoir le soutien ou quoi que ce soit. J'étais seule face à mon destin avec mon mari. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est venu pour aller à l'école, parce que moi, quand je suis arrivée, on avait pris une inscription. J'avais déjà un BTS à Abidjan et on avait pris une inscription pour que je fasse une licence pro pour avoir un bac+3. Donc, tu dois aller à l'école.
tu dois découvrir un pays que tu ne connais pas. Tu dois découvrir... Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a un groupe qui s'appelle BTS. Non, mais non. Tu dois découvrir découvrir un nouveau mode de fonctionnement, tout simplement. Moi, à Abidjan, quand j'allais à l'école, j'habitais à Tréjil chez ma tante. Je prenais mon bus, j'allais à Tréjil, là, vers le palais de la culture. Je prenais mon bateau-bus pour aller à l'école. Quand je traversais, parce que la grande école où j'étais était à Yopougon. Quand je traversais, là, je prenais mon Woro bleu de Yopougon et j'allais à l'école. Donc, tu imagines quelqu'un qui est habitué à ça et puis tu arrives dans un endroit où tu ne connais personne au final. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, je suis arrivée ici le jour de mon anniversaire, 25 septembre 2011. Je sors j'habite à Bordeaux. Le climat à Bordeaux, il est beaucoup plus tempéré qu'ailleurs. Mais quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai eu que le vent qui m'a tapé là. Je me suis dit, mais j'ai mon billet retour. Moi, mieux, je reprends un vol dans la foulée, je rentre chez moi. J'étais pas prête pour ça. Donc, j'arrive. Merci, maman Michou. J'arrive, tous mes merveilles. Je regarde dans le coin. Je dis, mais d'après, là, ça me fait penser à la petite vidéo. Le gars l'a dit, mais c'est dans quoi je suis? Dans quoi je suis venu me mettre? J'arrive, mais ça veut dire que tu arrives, même tu veux manger, même tu sais même pas ce que tu vas manger. Et tu connais pas le coin. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas comment faire et tout. Donc, quand je suis arrivée le premier jour là, je suis là, mais je suis perdue. C'est là où tu te rends compte que finalement, tu es dépendante de la personne qui t'a fait venir parce que lui, il connaît le coin, il est là depuis 2004, il sait mieux que toi comment ça fonctionne, il peut te montrer les petits codes et tout. Donc, oui bébé. Donc, ça a été, mais vraiment, parce que tu sais que si c'est Jarod, il va pas vouloir, un dépaysement total. Et là, faut commencer à connaître l'école. Donc, j'arrive, je suis malade. Nous, on se dit que bon, vu que j'ai changé de climat, comment dire, de lieu de vie, peut-être que je fais un palu. J'ai ramené un palu et tout. Mais c'était la guerre. C'était la guerre. Je connaissais pas l'endroit. Faut connaître les lignes de tram, les lignes de bus. Bon, à Bordeaux, notre sol ne supporte pas, donc on n'a pas de métro. Attendez, je mets en pause. Je vais aller chercher les gens parce que ses frères sont allés la chercher les réveillés de la sieste. Elle ne veut pas. Elle veut que ce soit moi-même qui vienne. Donc, je mets en pause, je reviens. Nous sommes de retour. Donc, je disais que tu te rends compte que tu arrives dans un endroit, tu connais pas du tout le coin. Et puis, dans ça, là, tu découvres que tu es enceinte. Donc, faut vous imaginez la maladie du début de grossesse. Les nausées, les ceci, les cela. Je suis arrivée, je me souviens que pour ma grossesse, là, il dit, je mangeais. Il y a pas, donne-moi, j'ai allumé, puis tu vas devant moi. Je ne mangeais que du pain sec avec du beurre. Tellement je vomissais. Mais tout ça là, voilà. Tu te demandes pourquoi tu es venu. Mais dans tout ça là, il n'y a personne pour t'encourager. La première fois où je vais au marché africain, parce que vous nous connaissez, tu es arrivé au lieu d'apprendre à manger les choses du pays pour ne pas trop dépenser, tu te dis non, tu veux faire le marché et tout. Donc, je vais au marché, je veux acheter comment dire, la nourriture africaine. Première fois, je vais faire le marché 100 euros. 100 euros, je finis de faire le marché. Je regarde même dans le cabas que j'ai amené. Je vois même pas ce que j'ai payé qui fait 100 euros. Mais tout ça, je vous dis que j'ai passé ma première année là, je ne sais pas combien de temps j'ai passé à pleurer. C'était à l'époque où j'aimais beaucoup pleurer. Maintenant, je me suis endurcie un peu. Maintenant, je pleure plus trop comme avant. Mais avant là, je pleurais tellement que mon grand frère disait que on pouvait me on pouvait me louer pour aller dans les funérailles des bêtés pour aller pleurer. C'est-à-dire que je vais au marché, je reviens, je m'assois, je pleure d'abord. Parce que je regarde, je sais pas en fait, qu'est-ce que je vais préparer avec ça. Et quand je suis arrivée ici, on me dit non, mais tu sais, c'est les côtes de porc qu'on mange. Mais c'est gras, tu es enceinte, qu'est-ce que tu vas manger? C'est-à-dire que tu es là et puis tu te dis, mais dans quoi je suis? Je vois pas ce que j'ai payé 100 euros. Et c'est un de ses amis qui est un de ses très bons amis d'ailleurs. Et lui-même là,
Il dit que Heidi, c'est sa fille. Même quand il vient ici, Heidi a grandi, elle est grande, ma fille, pour son âge. Il vient, même quand il a mal au pied, là, il la soulève tout le temps. Il s'appelle Moussa, le tonton, là. C'est Moussa qui est un homme qui me prend la main. Il me dit, ah, ma chérie, viens. Il m'appelle Adja, il dit, Adja, viens, on va aller au marché. Je vais te montrer comment on fait. Donc, c'est mon chéri Moussa qui me prend par la main. On va ensemble au marché. Il m'explique, ah, les aubergines, si tu veux prendre, prends ici parce que ici, c'est un peu plus abordable. C'est comme ça que je commence à apprendre à faire le marché. Après ça, quand je suis venue là, j'ai fait la coiffure des Benguis. Je me suis tressée tout fin, petit. Donc, la coiffure, elle a tenu pendant, pratiquement deux mois, jusqu'au fait même. Je veux me coiffer. Il y a des fois mes cheveux en novembre. J'ai dit que je veux me coiffer. Les filles, je m'en vais m'asseoir au salon de coiffure. La dame me dit, sa main d'œuvre, 80 € sans les mèches. Je dis, il n'y a pas de problème. Mon mari me dit, non, mais c'est pas grave. Voilà, va te coiffer et tout. Je vais me coiffer. J'arrive à la maison, je pleure. Parce que les cheveux, là, les filles qui sont venues, elles ont su attacher un peu en bas de mèche. C'est fini, elles sont en France ici, elles disent qu'elles coiffent. Tu as un côté qui est gros, tu as un côté qui est petit. Il y en a, c'est terminé, il y en a, c'est pas terminé. Bien zibi ma tête, comme on dit au pays, pour déposer. Et tout ça, là, tu as payé 80 €, hein. Plus les mèches, ça t'a fait 100 €. Puis tu es assise. C'est-à-dire que j'ai traversé tellement de petites choses comme ça. Et tout ça, je suis enceinte. Je connais pas le pays. Je connais pas le mode de fonctionnement. Il faut apprendre à s'intégrer. Il y a un nouveau climat. Moi, je me souviens que quand je suis arrivée en France, déjà dès le mois de novembre, je sortais de chez moi, j'étais comme ça, comme Goldorak, parce que je mettais une doudoune au mois de novembre. Et encore à Bordeaux, il fait pas assez chaud, hein. Et il fait pas assez froid, hein. Je mettais 6 à 7 couches de vêtements. Je vais mettre nos bras minces qu'on met. Je mets bras minces, je vais mettre t-shirt à manches courtes, je mets t-shirt à manches courtes, je mets mon pull et puis je vais venir mettre encore une veste dessus. Aujourd'hui, là, quand mon mari est là en hiver, qu'il me voit mettre juste, des fois, j'ai juste une veste sur le dos avec un petit pull. Il me dit, yeah, l'intégration, que maintenant, même là, les gens sont plus benguistes que moi. Maintenant, là, je sens même plus le froid. Au mois de décembre, même ici, là, même là, je peux sortir juste un pull sans veste. Je mets juste une écharpe autour du cou parce que moi, je prends vite froid, je tousse vite. Mais sinon, je sors comme ça sans problème. Mais je vous dis que tout ça, là, c'est une expérience de vie. Je suis sortie, j'ai fait tous mes soins comment on dit ça, directement à l'hôpital parce que ici, quand tu as une grossesse dite normale, quand t'as pas de maladie, t'as pas de petits bobos, la sage-femme peut te suivre jusqu'à 6 mois et après, tu vas à l'hôpital où tu dois accoucher, c'est eux qui prennent le relais pour faire tes consultations. Mais moi, dès le départ, comme je venais d'arriver d'Afrique, quand on a fait la prise de sang, qu'on a su que je suis enceinte de 10 semaines, directement, on m'a affecté un médecin. Donc, j'allais me faire suivre au CHU. Donc, vous imaginez tous les jours, une étudiante avec son ventre. Je me lève, je me traîne doucement, je vais faire mes consultations et tout. Les échographies, les prises de sang à n'en point fini. Quand j'ai fini de faire ça, je ne sais pas si je vais vous raconter l'histoire. Une fois, j'étais enceinte de 6 mois et j'ai reçu tous les... comment on dit ça? L'assurance, parce que vu que j'étais étudiante, j'étais sur l'assurance... étudiante, je sais plus c'était Vita Vie. En tout cas, il y a Vita Vie et puis un autre truc là. C'est eux qui se chargeaient en fait de la sécurité sociale des étudiants. J'ai dit, les gens n'ont pas bien fait comme le lien comme il se doit avec le CHU et on m'a envoyé une facture en plus alors que j'avais ma mutuelle. On m'envoie une facture à payer. Et le coin où je dois payer la facture là, j'ai dit dans un coin perdu de la nature. Moi même dans tous mes rêves, je savais pas que j'allais arriver là-bas. Je me débrouille, je prends les transports parce que bien évidemment, votre go. Peureuse que je suis, je ne conduis pas. Donc, je prends mes petits pieds, je me débrouille, je décompose, quand j'arrive, je descends. C'est pas, je suis descendue à peut-être 2 km ou même 3 km du coin où je devais partir. En plein mois de février. Un temps à Bordeaux, ici, c'est en février, il fait froid. Est-ce que vous imaginez le froid de février en Bordeaux? Voilà mon ventre devant moi, ma doudoune. Il y a un côté, j'ai un peu froid, j'ai transmis un peu. Je me suis assise sur le bas-côté, j'ai commencé à pleurer. Et quand mes larmes veulent geler, je m'assois et puis je pleure toutes les larmes de mon corps. Donc c'est un livreur qui passe par là et puis il voit une femme enceinte assise par terre en train de pleurer sur le trottoir et tout. Donc il s'approche, il me dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez? C'était un monsieur arabe. Il me dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez? Je lui dis que non, j'en ai marre, moi je vais rentrer à Abidjan, je n'en peux plus. Et nanani, et nanana, je commence à pleurer. Mais je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je dis, mais attends, c'est quoi ces bêtises-là? Je suis où? Dans un pays, tu te promènes comme si toi tu étais devenu le poisson. On veut te congeler, c'est quoi? Donc, le monsieur me dit, ah non, mais calmez-vous, je vais au même endroit, donc je vais vous accompagner. Mais après, comme à l'époque, je regardais pas encore les vidéos de True Crime. Sinon, ça, là, mais c'est quelqu'un qui aurait pu me soulever ou partir avec mon enfant. Hein.
Mais le monsieur, il m'a déposé. J'ai passé tout mon temps à le remercier. Et après, il m'a montré aussi le trajet retour, à quel arrêt de bus je dois l'attendre pour ne pas trop marcher. Non, mais l'homme vient de loin. Mais le pire, c'est que tu te dis, mais dans tes rêves de petite fille, tu te dis, bon, moi, quand je vais avoir mes enfants, il y aura ma maman, il y aura mes tantes, je n'aurai pas besoin de toucher mon nouveau-né très tôt pour le laver et tout. Tu parles. Je suis sortie de l'hôpital. Je suis venue m'arrêter avec mon épisio. J'ai fait à manger. Pendant que je suis en train de faire à manger, je pleure. Mon bébé est à côté. Ben, le papa, il fait ce qu'il peut pour la calmer. Donc, voilà. Et puis, même si un homme doit cuisiner pour toi, qu'il ne sait pas faire les sauces ou forcément les nourritures de quand tu accouches. Mais je suis sortie de l'hôpital, mon bébé avait 3 jours. Je me suis arrêtée sur mes plaies pour préparer. Alors que ça, en temps normal, si je suis à Abidjan, ça n'existe pas. Il y a ma maman, il y a mes tantes, il y a mes grandes sœurs, les gens vont s'en occuper. Je lavais mon bébé. Je me souviens que quand j'ai eu Heidi 10 jours après, la maman de mes cousins qui sont à Toulouse était de passage, donc elle est venue à Bordeaux. Elle allait dire à ma maman, elle me dit, ah, mais ta fille, elle est dure, hein. Qu'elle arrive à faire ces choses elle-même. Je lui ai dit, non, c'est pas une question d'être dure, c'est une question d'instinct. Je me lève, bonjour Perle, je me lève, je sors de mon lit, je sais que j'ai tac, 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 tac à faire. Je suis seule face à mon destin, c'est pas ma maman qui va prendre le vol tous les matins, venir en France, venir laver mon enfant, donc j'ai pas d'autre choix que de le faire. Et depuis, ça a toujours été comme ça. En fait, je le précise parce que dans nous, notre culture, c'est comme ça que ça se passe. Après, je sais que toutes les femmes qui accouchent lavent leurs enfants. Je dis pas que je fais quelque chose d'extraordinaire, mais je dis que de par notre culture, de par l'endroit d'où je viens et comment est-ce que nous on a été élevés, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu accouches normalement dans ta famille, il y a des femmes de ta famille qui viennent, on te fait à manger les grosses sauces, on te masse et tout. Qui va te masser ici? Toi-même, tu vas te débrouiller pour faire ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, pour vous dire que des fois, c'est pas forcément, que Dieu ne nous aime pas ou que Dieu n'entend pas nos prières. En général, c'est lié, au fait que, on n'est pas forcément dans la bonne situation, on n'est pas forcément avec la bonne personne. Il y a ça aussi qu'il faut il faut tenir compte de ça aussi. Excusez-moi, on a 40 degrés ici aujourd'hui. Les gens nous ont blagué qu'on était en France, mais on doit être quelque part vers Boaké là-bas parce que la chaleur d'aujourd'hui là, waouh! Donc, c'est un peu ça. C'est ce que moi je voulais partager avec vous, vous encourager à ne pas vous décourager. Tu as dit bonjour? Non? Et non? Tu n'as pas dit hello? Est-ce que tu as dit hello? Votre copine dit, elle dit pas hello aujourd'hui. Donc, ne vous découragez pas. Utilisez les moments où c'est un peu plus compliqué pour apprendre à grandir vous-même, apprendre à vous construire, à travailler sur ce que vous voulez changer en vous. Et comme ça, quand toutes les conditions seront réunies, si Dieu vous bénit avec un enfant, vous serez armé pleinement pour le faire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je veux bien. S'il n'y a pas de questions, je vais vous dire à demain parce que la chaleur d'aujourd'hui là, yeah. Ah, au pays, on est chouchouté, hein. Au pays, là, on te réveille que quand tu dois allaiter l'enfant, si jamais tu allaites, le manger, le ceci, tout est prêt. Mais c'est pour ça que, franchement, je sais que souvent, quand j'échange un peu avec mes sœurs qui sont encore au pays et tout, on me dit, ah, mais tu es une lionne, comment tu fais? Moi, je me considère pas forcément comme une lionne. Je me dis juste que, voilà, c'est de l'instinct, oui, mon bébé. Oh, t'es tout. Oh, on peut faire ça. Je me dis juste que c'est instinctif. Dans tous les cas, si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Donc, j'ai pas d'autre choix que de le faire, en fait. Je fais ce que j'estime normal, ce que j'estime juste. Et puis bon, après, le reste, là, ça se mettra en place tout seul. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas simple. C'est vraiment, vraiment pas simple d'avoir des enfants loin de sa famille. C'est pas simple. C'est même pour sortir. Surtout que moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas vraiment d'amis ici. Bon, il y a mon bébé Michel, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi? Il a fait tomber quoi? Hein? J'ai mon bébé Michel voilà, qui a sa petite famille aussi, qui travaille. Donc, forcément, tu vas pas venir aussi demander à la personne de venir tout le temps se déposer sur toi. Tu as quel problème toi-même?
Donc, tu vas pas demander à la personne aussi de venir, voilà, de mettre sa vie en parenthèse pour venir tout le temps. Donc, ici, là, il faut s'armer de courage. Non? Il faut être prête moralement, comme on dit. Bon, c'était notre petite session du jour. Je vous fais de gros bisous. Je vais pas tarder à y aller parce que, comme j'ai dit là, j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus en technique de m'aider parce que je suis limitée par mes mouvements. Non, mais limitée dans mes mouvements. Quand tu connais pas quelque chose, faut demander de l'aide. Donc, j'ai vraiment besoin que la personne m'aide pour tout ce qui va être réglage au niveau de Zoom, comment vous faire de jolies présentations de fous malades. Donc, voilà un peu. Demain, on va voter pour... vous allez me dire si vous préférez Facebook ou Telegram. Sachant que sur Telegram, le groupe, il est déjà prêt. Après, pour celles qui veulent prendre des rendez-vous, je vous ai mis la bio à jour. Donc, désormais, vous pouvez prendre vos rendez-vous sur ma bio. Il y a un lien et vous avez un rendez-vous de 20 minutes gratuite. Et je tiens à ce type de rendez-vous-là parce que ça me permet de voir si je suis la personne qu'il faut pour vous. Parce que comment on dit ça? Je peux pas aider tout le monde, malgré ma vision, malgré mon envie d'aider les femmes à grandir et tout. Moi, quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir, quelqu'un qui n'a pas envie de changer, je peux pas l'aider forcément. Donc, ce rendez-vous de 20 minutes, c'est du temps que je prends sur mes journées. Mais c'est vraiment important pour moi de poser les choses dès le départ. Il y a des personnes qui sont encore à l'époque du gratuit. Tu vois, là, dès le départ, comme ça, je préfère faire la sélection en même temps plutôt que voilà, de perdre du temps. Hier, j'ai eu quelqu'un qui voulait que je lui fasse une routine gratuitement. Vous voyez comment le monde, il est beau? Moi, quand je vais à Leclerc ou même avec Gaz de Bordeaux, même avec mon propriétaire, hein, le propriétaire de ma maison, je lui dis simplement, ah, mais moi, ce mois-ci, là, je veux que mon loyer soit gratuit. Et bien évidemment, c'est gratuit. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de 20 minutes. Ça ne vous engage en rien. Ça m'engage à rien aussi, mais ça permet aussi de préciser les choses et puis de savoir si on est sur si on est sur la même longueur d'onde pour travailler ensemble. Pourquoi votre copine a fait ça? Bon, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux couper le live? Ok. Coupe. Bon, c'est Anya qui coupe aujourd'hui. On appuie? Ouais. Ouais. C'est pas coupé? Merci à vous pour tout. Très bonne fin de journée. Bye bye.